Oui, le temps qu'on règle un petit peu la technique. Ouais, c'est Non, bon, on y est. déjà, on est ravi d'être là autour de la table et en ta présence, Benjamin, pour pouvoir évoquer ce sujet. On a un gros challenge, c'est en parler pendant 40 minutes C'est ça. seulement. Oui, c'est ça. Alors en plus, Voilà. hier, j'ai pas mis trop de pression sur les horaires, on était plutôt à l'heure. Aujourd'hui, on a une bonne journée, on a 4 heures pour donner la place à tout le monde. Donc, vous avez jusqu'à, hop, je vous le redis, 14h55. On est, on a démarré, vous avez démarré avec 4 minutes 4 minutes de d'avance. rab, Vous avez c'est 4 minutes royal. de rab. C'est merveilleux. Pierre, je te laisse commencer peut-être. Allez, à vous. Alors, eh bien, écoute, avant tout, merci beaucoup, Benjamin, effectivement, de nous donner l'opportunité écoute, d'aider le public, en tout cas sur, voilà, avoir des clés des clés de compréhension sur la levée de fonds. Comment bien lever des fonds. Lever des fonds, c'est bien, comme on le dit, mais bien le lever, c'est autre chose. Donc voilà, l'enjeu est à la hauteur de ces 40 minutes qui s'amorcent pour donc vous présenter ce sujet. Alors, je vous propose peut-être de passer sur le support. Alors, je présente rapidement KPMG. Effectivement, Benjamin le disait. Bon, KPMG, j'imagine que tout le monde connaît le cabinet. C'est un cabinet international, un cabinet de conseil sur des métiers notamment réglementaires, l'expertise comptable, l'audit légal, mais aussi l'advisory. Plus généralement, je dirais le conseil. Donc, mon collègue Julien et moi-même, on va un petit peu se passer la parole respectivement pour finalement écoutez, dérouler le sujet. N'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est l'objectif. Si on peut échanger, c'est vraiment mieux. Vous avez été super actif hier dans le chat, donc n'hésitez pas. On voit toutes vos questions. On a le retour sous les yeux, donc il faut absolument pas hésiter. Même si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas, on les rattrapera plutôt à la fin. On va pas forcément interrompre en plein milieu, mais on pourra les rattraper plus tard. Oui, ou alors pour vous mettre à l'aise, on répondra aux questions et puis on passera plus vite les slides si le sujet a été abordé lors des questions. Comme ça, c'est plus sympa pour tout le monde. Alors, j'essaie d'afficher le support. Et ben voilà, c'est parfait. C'est parti. Alors, écoutez, on va faire. Allez, on démarre. Alors, une petite introduction pour vous donner un petit peu le contexte de la levée de fonds en France. Alors, déjà, ce qui est certain, à titre de préambule, les contextes de crise ont toujours été dans l'histoire source, on va dire, d'effervescence. Je dirais qu'une crise est toujours le terreau fertile de l'innovation. C'est un catalyseur, clairement, qui permet de faire émerger des produits ou des solutions qui sont innovantes. On reviendra sur cette définition de l'innovation, puisqu'elle est primordiale quand on vend son projet en vue d'une levée de fonds et auprès de partenaires. On le voit, KPMG a publié une étude récemment sur les levées de fonds en 2021, ce qui s'affiche à l'écran, en espérant que ce soit net. Alors, c'est une étude qui se borne sur les levées de fonds au-delà de 3 millions d'euros, je préfère le préciser, donc c'est forcément assez sélectif, et donc on est sur un niveau de levée de fonds assez important. On le voit en 2021, c'est 10 milliards d'euros qui ont été levés par 298 startups françaises. C'est un niveau de levée de fonds qui, on le voit, qui est au double de ce qu'on a pu observer les années précédentes. C'est juste fou. Et ça vient démontrer, encore une fois, ce terreau fertile que représente une crise et qui met en avant des porteurs de projets et des investisseurs en face. Alors, ce qu'on retient de cet observatoire, c'est que finalement, plus de la moitié de ces opérations de levée de fonds concernent des sociétés de moins de 5 ans. Donc, on est bien sur plutôt des entités naissantes. Et ça donne un petit peu, on en reparlera après, le timing, c'est-à-dire que la levée de fonds doit intervenir au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Et là, on voit bien, ce sont des sociétés de moins de 5 ans qui ont donc eu le besoin, et on verra à quel moment on en a besoin, elles ont eu le besoin de lever des fonds. Alors, les secteurs du moment, sans trop de surprise, on est sur de la fintech, ce qu'on appelle de la consumer tech, mais aussi de la green tech. C'est vraiment les sujets du moment. Et l'innovation, elle porte notamment sur ces secteurs-là. Voilà pour le préambule. Je vous propose de balayer donc sur ces 30 ou 35 minutes qu'il doit nous rester, un peu les grandes phases dans la réflexion pour aboutir à une levée de fonds
Et à chaque fois, on va s'attacher à vous démontrer voilà, comment bien appréhender le sujet et comment être en mesure de bien lever ses fonds. Je démarrerai par on va dire la caractérisation de son projet. C'est-à-dire que un des points majeurs à mettre en avant en vue d'une éventuelle levée de fonds, c'est déjà de connaître son projet. Connaître son projet, qu'est-ce que c'est? C'est savoir quelle technologie est nouvelle et le cas échéant, on souhaite mettre en avant pour se différencier. Alors, comment on se différencie finalement? L'objectif, c'est de mettre en œuvre un nouveau savoir-faire original, avec le cas échéant des techniques nouvelles. Le tout source d'avantages substantiels par rapport à l'existant. C'est indispensable. Donc, vous avez là un petit peu chaque caractéristique, on va dire, de l'innovation, de la techno innovante. Encore une fois, qui va être à mettre en avant et à défendre auprès de son public investisseur. Une technologie innovante, par définition, donne droit à son titulaire, des droits à son titulaire. On va parler de brevetabilité, ce sera encore un autre sujet. Donc voilà, bien caractériser son projet, c'est important. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois en tête, c'est voilà, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau, quelle application nouvelle on fait d'un produit existant et encore une fois, quel domaine on adresse. Alors, des projets gourmands en capitaux, effectivement, quand on caractérise son projet, l'idée, c'est de savoir, finalement, est-ce que je me situe, là, on voit un peu les 4 phases d'une gestion de projet, d'une gestion d'entreprise. Est-ce qu'on est sur la phase amont, l'étude préalable, la recherche? Donc ça, qu'est-ce que c'est? On en est au stade on arrive sur le POC, le Proof of Concept. On passe éventuellement sur la phase suivante qui est la mise au point du prototype, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. Donc le MVP, c'est vraiment, voilà, on a une ébauche de produit avec ce qu'on appelle la killer feature, c'est la fonction qui tue, c'est-à-dire voilà, on confronte rapidement au marché et à notre public cible un produit avec le minimum syndical, je dirais, pour voir si ça prend. Donc ça, c'est une deuxième phase. La troisième, c'est la commercialisation. On lance le produit sur le marché. Et puis la dernière, on industrialise. C'est un petit peu l'aboutissement de la démarche. Donc voilà, l'idée, c'est de savoir à quel stade on est de son projet. Est-ce qu'on est sur le tout premier stade ou le dernier? Et encore une fois, il y aura à chaque fois un type de levée de fonds adéquat et des bonnes pratiques adéquates. Si je peux me permettre de compléter par rapport à ça, au-delà de à quel stade on en est, c'est d'essayer, même si on sait que ce n'est pas toujours simple, de quantifier le besoin en financement et le temps qui va s'écouler entre chacune de ces phases, puisque vous le verrez quand on parlera un petit peu tout à l'heure de fourchette de levée de fonds. On a des projets qui vont nécessiter énormément de fonds. On pense notamment aux projets santé, biotechnologie, sur de l'aérospatial, etc. Et puis, on va avoir des projets qui vont avoir un temps de mise en œuvre qui va être plus court, mais qui, pour autant, peuvent consommer peut-être énormément de cash si demain, on a besoin de réunir 10, 15 développeurs pour sortir sur 3, 4, 6 mois, tout de suite, une nouvelle techno, un nouveau produit. Et donc, ce qui est important au-delà du temps aussi, c'est l'énergie et les moyens financiers qu'on va mettre en œuvre à chaque phase. La notion de risque, écoutez, c'est évidemment plus que de rigueur quand on s'adresse à ce qu'on appelle un investisseur, que ce soit un VC ou un BA, donc un capital risqueur ou un business angel. Donc deux profils d'investisseurs qu'on évoquera ensuite. Alors, quand on parle de capital risqueur, vous comprendrez finalement qu'un capital risqueur prend tout sauf des risques, ou en tout cas, il les prend, mais en tout cas, ce sont des risques qui sont calculés et mesurés. Cette notion d'incertitude, on le voit, qu'elle soit technique, qu'elle soit commerciale, ou qu'elle soit même au niveau de l'intensité concurrentielle à laquelle on va se confronter. Ce sont vraiment c'est une dynamique à maîtriser et à mettre en avant quand on s'adresse à son potentiel investisseur. Je rajouterai une petite chose, c'est que à chaque fois que vous allez présenter votre projet, mettez-vous toujours à la place de celui qui est en face de vous. Et je le dis souvent à mes porteurs de projets, imaginez que demain vous alliez gagner 1 million au loto et que vous ayez envie d'investir dans 10 startups. Quand bien même vous avez 1 million d'euros, je pense que ces 10 investissements, vous allez vouloir les faire dans les boîtes qui ont le plus de potentiel. Et donc, du coup, votre prisme, ça va être de se dire quel est le projet le moins risqué si demain on vous en présente 50. Et certainement, vous allez aller vers celui qui a le plus de potentiel, mais celui qui a un couple potentiel-risque qui vous semble le plus abordable. Et donc, surtout, mettez en avant tous les points forts de vos projets
pour montrer qu'il est dérisqué. Et s'il y a des risques qui existent, ne les occultez pas, mais évoquez plutôt les moyens, soit d'atténuer les effets, soit de, j'ai envie de dire, le plan B si demain cet événement défavorable se produisait. Alors, on parlait un petit peu de financement. On vous a mis un schéma qui semble très compliqué. En fait, il est très compliqué parce qu'il reprend chacun des stades de maturité, j'ai envie de dire, de votre projet. Sur la ligne des abscisses, donc horizontale, vous avez grosso modo, on va dire, plus on avance, plus le projet va être avancé dans le temps et on aura levé peut-être davantage d'incertitudes techniques, commerciales, comme le disait Pierre. Et ensuite, sur l'axe des ordonnées, donc le vertical, on va raisonner, on va dire, en valeur et en nombre de milliers, millions d'euros dont on aura besoin pour le projet. Et en fait, très naturellement, j'ai envie de dire, plus on va aller vers des projets dans le temps qui seront matures ou pour lesquels on aura passé les premières, deuxième, troisième phases de développement technique ou de déploiement commercial, plus, j'ai envie de dire, le projet sera dérisqué et plus on aura de billes, on va dire ça comme ça, pour aller convaincre des investisseurs et aller chercher des sommes qui sont conséquentes. Ce qui se passe aussi, Pierre le disait tout à l'heure, on a une très belle dynamique au niveau de l'obtention de financement, mais il y a toujours, encore une fois, ce rapport entre le risque et le potentiel de rentabilité qui fait que un investisseur va parfois souhaiter, et ça pourrait peut-être même être intéressant pour vous en tant que porteur de projet, de venir découper, phaser ou raisonner encore une fois step by step sur votre projet. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va venir aller chercher plutôt des dizaines ou les premières centaines de milliers d'euros. Et puis, dans une phase 2, les centaines ou le million d'euros. Et puis, phase 3, phase 4, phase 5, on va aller chercher des millions, voire dizaines, centaines de millions d'euros en fonction, encore une fois, de la typologie de votre projet. Donc, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience de ça et surtout de vous dire qu'il y a des acteurs qui interviennent à chaque phase de projet. Vous avez des business angels et des fonds d'investissement qui interviennent en amorçage. Vous en avez ensuite qui interviennent en ce qu'on appelle en capital risque ou en série A, pour reprendre les terminologies. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle du capital développement. Encore une fois, on a passé la phase d'amorçage et de risque pour aller plus sur du développement. On va scaler le projet et donc plus de moyens financiers, mais a priori un peu moins de risque quand même, puisqu'on a passé les premières phases, etc., jusqu'à aller, pourquoi pas, on vous le souhaite, à l'entrée en bourse, à l'IPO, pour avoir énormément de fonds. Et en bas de ce document, vous voyez apparaître BPI France, Caisse des dépôts consignations, fonds stratégiques d'innovation, des subventions, des avances remboursables, des prêts participatifs. On n'a malheureusement pas suffisamment de temps pour aborder tous ces financements-là, mais ce qu'on voulait bien vous faire prendre conscience, c'est qu'on a énormément de dispositifs qui existent, et j'ai presque envie de dire qu'il y en a tellement qu'il faut bien prendre le temps ou se faire accompagner par des sachants sur ce que j'appelle la chaîne de financement de l'innovation ou la chaîne de financement tout court d'un projet, puisqu'on n'est pas forcément innovant quand on va lever des fonds, et du coup d'aller chercher, encore une fois, en frappant aux bonnes portes, les financements qui correspondent à votre typologie de projet. Et souvent, on retrouve, j'ai envie de dire, 3 axes. Le premier, c'est la maturité de votre projet. Le deuxième, c'est éventuellement la verticale sur laquelle vous êtes. Est-ce qu'on parle de tech? Est-ce qu'on parle de santé? Est-ce qu'on parle de smart city, etc. Et enfin, la troisième, elle va être liée peut-être à votre marché. Est-ce qu'on est sur du B2C, du B2B, ou est-ce qu'on est sur du national, voire de l'international? Voilà. Donc, faites bien le tour, j'ai envie de dire, de tous les moyens qui sont disponibles, de tous les financements qui sont disponibles, parce que n'oubliez pas que ce genre de financement est par nature ce qu'on appelle des financements non dilutifs. Ça veut dire qu'on vient vous financer sans que vous octroyiez en contrepartie une part de votre projet. Et donc, ça doit être un incontournable et ça doit venir forcément appuyer et compléter votre levée de fonds, phase dans laquelle vous allez vous rapprocher d'investisseurs, de partenaires, mais en contrepartie de laquelle vous allez devoir céder une part plus ou moins importante de votre entreprise. Voilà. On ne va pas en dire beaucoup plus sur la partie financement parce que sinon, on pourra en parler j'ai envie de dire des heures et des heures. On vous a sensibilisé sur ces niveaux-là et donc, encore une fois, prenez le temps de scruter tout ce qui peut s'offrir à vous par rapport à la typologie de votre projet. Alors, j'ai envie de rebondir, Julien. Moi, quand j'entends finalement que, voilà, en effet, dans les premiers stades, on peut ne pas ouvrir son capital à un investisseur, j'ai presque envie de dire que bien lever des fonds, c'est peut-être parfois ne pas en lever. En tout cas, ne pas en lever tout de suite des fonds, c'est-à-dire fonctionner, c'est ce qu'on appelle le bootstrapping. On fonctionne plutôt en vase clos avec du développement parfois parallèle pour financer le développement de son entreprise, le cas échéant recourant à un petit peu de financement bancaire, mais on n'ouvre pas encore le capital. Donc ça, c'est une vraie question à se poser, c'est-à-dire l'ouverture du capital à un investisseur, ce partage de pouvoir, c'en est un, et cette
perte d'indépendance en partie. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on en a besoin et est-ce qu'on est prêt finalement à s'y confronter et est-ce qu'on est prêt à le faire? Encore une fois, on revient sur les différents stades un petit peu de développement de son entreprise. Voilà. La conclusion, c'est voilà, il ne faut pas y aller trop vite en tout cas, et il y a un vrai arbitrage à faire sur le timing pour rentrer sur une levée de fonds. Alors du coup, ça fait une parfaite transition sur le sujet d'aller chercher les premiers financements, on va dire, hors levée de fonds. Et donc, on vous a mis un peu on va dire les premiers financements à aller chercher. Généralement, on dit qu'on arrive assez facilement, entre guillemets, à aller chercher les premières dizaines, voire 100, 150 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a des acteurs importants sur la place comme BPI, on a des structures qui peuvent vous permettre d'obtenir des prêts d'honneur, avec notamment Réseau Entreprendre, le Réseau Initiative, au défi, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous avez pas mal de petites aides, subventions, Bourse French Tech Émergence, etc. Le FRI en amont de la création d'entreprise, qui est quasiment le seul financement avant que vous ayez la création de votre entreprise. Et ensuite, derrière, on va créer l'entreprise pour aller chercher l'ensemble de ces premiers financements. Et ensuite, j'ai envie de dire, souvent pour accélérer ou alors pour financer la part qu'on ne peut pas financer grâce à ces aides ou subventions, parce que malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, on ne peut pas vivre que de subventions. Là, à ce moment-là, on va faire appel à des business angels, à des fonds, soit pour accélérer, soit pour financer ce qui ne peut pas être financé par les aides existantes ou par les partenaires bancaires, puisque les partenaires bancaires rentrent bien évidemment également dans les financeurs à approcher et à draguer, j'ai envie de dire, bien que quand on présente un projet à un business angel ou à un fonds, on ne le présente pas de la même façon qu'à un banquier, puisque les retours sur investissement ou les prises de risque ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, on parle des banques. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur 2 sujets. Le premier, c'est sa banque, on l'a choisie. Et notamment quand on est dans un projet qu'on va qualifier d'innovant ou qui va adresser une verticale métier, on essaye de prendre d'une banque qui est un peu spécialiste sur le secteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie de votre réseau. C'est des gens qui vont avoir l'habitude d'être réactifs, qui vont vous proposer les bons types de financement parce que les banques ont aussi leurs propres produits. Et donc, c'est important, j'ai envie de dire, de travailler avec les bons acteurs. Et la banque, c'est un acteur important de votre développement. Le deuxième sujet, c'est quand bien même on est tout petit, parce que parfois c'est le cas, au départ on n'a pas forcément des salariés, on est un peu dans son coin, on avance avec relativement peu de moyens, ou on sollicite quasiment pas ou très peu la banque. Communiquez régulièrement sur vos réussites, donnez du rythme. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire pour un banquier d'apprendre des mauvaises nouvelles par la bande ou par la presse. Et surtout, si vous communiquez régulièrement avec lui, il va apprécier d'avoir un climat, une transparence complète en termes d'échange avec vous, et il sera d'autant plus réactif le jour où vous aurez besoin d'avoir des financements pour accompagner votre développement. Et ensuite, on rappelle une dernière chose, un investisseur, un business angel, il peut se permettre de prendre des risques parce qu'il fera une plus-value. Parfois, on me dit, en tant que porteur de projet, la banque, elle ne veut pas me suivre, elle ne veut pas prendre de risques. Pensez juste à une chose, la banque, et je sais que ça choque un peu, la banque, elle est juste là pour vous proposer des fonds, en tirer une rémunération, donc c'est les intérêts, les frais de dossier. Par contre, si grâce au fonds qu'elle vous a avancé, votre entreprise, elle prend une valeur x10, x100, x1000, ce que je vous souhaite, au final, elle ne touchera malgré tout que ses intérêts bancaires, etc. Alors que votre investisseur, votre financeur, vous-même, vous allez faire une plus-value à terme en cédant votre entreprise, ou en tout cas, vous allez créer de la valeur qui va revenir dans vos mains. Et donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, et du coup, de ce que j'appelle de bien étudier son projet et de bien travailler sur l'ingénierie financière du projet, c'est-à-dire qu'on va chercher la banque là où elle peut nous financer et là où elle va solliciter des garanties, et là où la banque et les autres dispositifs ne sont pas applicables, vous allez chercher vos business angels et vos fonds. Je vous propose puisqu'on a bien cadré un petit peu les différentes possibilités de financement de votre entreprise, d'en venir à l'essentiel, à savoir donc s'adresser à un investisseur. Alors, il faut savoir quand on parlait de levée de fonds, il faut savoir de quoi on parle. On parle finalement d'une ouverture du capital. On l'a dit suffisamment. Ouverture de son capital, c'est quoi? On donne finalement sur ce gâteau que représente la propriété de l'entreprise, on en donne une partie en échange donc
une partie est pour une valeur, donc en échange d'argent frais, donc versé par l'investisseur. Cet argent, on bénéficie aussi, et c'est exactement ce que disait Julien, d'une expérience et puis d'un savoir-faire, d'un accompagnement par ce business angel ou ce fonds d'investissement. Il y a un vrai besoin j'ai envie de dire, de sélectionner son investisseur. Alors attention, hein, pas se voiler la face, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on doit séduire l'investisseur en espérant être choisi. Mais attention, l'idée c'est de bien cibler l'investisseur auquel on s'adresse, puisqu'on a des entités hein, qui interviennent dans tout un tas de secteurs. On parlait des fintech, des green tech, mais aussi l'économie sociale et solidaire. Hein. On a beaucoup de fonds qui se mettent sur le secteur de l'E2S, mais aussi sur les valeurs RSE. Donc voilà, l'idée c'est de choisir un investisseur avec des valeurs communes. C'est primordial. Alors, dans nos catégories d'investisseurs, on a ce qu'on appelle le business angel. Le business angel, c'est quoi? C'est une personne physique. Hein. Allez, on va dire, c'est généralement, si on doit en dresser un portrait type, un ancien dirigeant d'entreprise, parfois un ancien start-upper, hein, d'ailleurs, qui a pu récupérer un peu d'argent suite à la cession de son entreprise. Et puis, on a, j'ai envie de dire, un profil d'investisseur plutôt... on a une relation assez personnelle, voire familiale avec ce type d'investisseur. Il y met en général donc une part de son patrimoine personnel. Hein. Il a des compétences pour être passé par le stade de start-up assez, en général assez récemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à partager. On est par contre sur une taille de ticket qui est assez faible. Hein. On le met de 10 à 500 000 euros. Alors c'est une fourchette qui veut dire ce qu'elle veut dire. Voilà, mais on est quand même plutôt sur du petit ticket. Et donc ça s'adresse vraiment. On est vraiment dans les premiers stades. On le voyait tout à l'heure sur la courbe, dans les premiers stades de levée de fonds. Le ticket moyen, c'est plutôt quand même, on va dire, autour de 50 000 euros aujourd'hui. C'est ce qu'on constate. Après, c'est 500 000 euros parce que, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, quand vous êtes dans les biotech, que vous travaillez sur des candidats médicaments, quand vous allez sur le spatial, etc., avec 50 000 euros, entre guillemets, on ne fait pas grand-chose. Et du coup, aller chercher 10, 15, 20 business angels qui vont mettre 50 euros chacun, c'est compliqué parce qu'il faut se mettre d'accord tous ensemble sur les conditions de gouvernance autour de la table. Et donc, à ce moment-là, on va aller chercher des business angels qui ont un pouvoir d'investissement qui est plus important pour faciliter, j'ai envie de dire, la levée de fonds et la négociation et la mise en œuvre, on va dire, de cette nouvelle gouvernance, puisqu'il faut composer avec des nouveaux acteurs. La deuxième catégorie d'investisseurs, on le disait, sont les VC. Hein, parce qu'on entend toujours parler de VC. Finalement, ce sont les fonds d'investissement, les capital risqueurs. Alors là, sur la carte qu'on vous a mis, on attire bien votre attention sur le fait qu'elle n'est pas actualisée. Là, en fait, juste ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a énormément de monde. Et comme je le disais, il y en a qui vont intervenir en amorçage, il y en a qui vont intervenir en capital développement, capital risque, etc. Il y en a qui vont être des fonds qu'on va qualifier de généraux, c'est-à-dire qu'ils vont essentiellement faire du soutien financier, alors que vous allez avoir des fonds dits spécialisés qui vont intervenir sur des thématiques, sur des verticales métiers, et qui du coup vont être en capacité de vous ouvrir des réseaux, de vous mettre à disposition des expertises, voire pourquoi pas d'accélérer la commercialisation ou de venir vous challenger en profondeur sur les projets. Encore une fois, c'est à vous de choisir les interlocuteurs qui vous vont bien. Juste une petite anecdote, j'ai régulièrement des porteurs de projets qui sont hyper sollicités en amont par les fonds. C'est super flatteur. On a forcément envie un petit peu de répondre aux sollicitations. Moi, j'attire juste votre attention sur le fait qu'il faut savoir à qui vous parlez. Dans les exemples de perte de temps qu'on a très régulièrement, vous rencontrez le fonds d'investissement qui en fait n'est pas un fonds d'amorçage, alors que vous êtes vous en phase d'amorçage, c'est plutôt un capital risqueur. Il étudie votre projet, il vous demande de lui transférer de l'information, notamment vos prévisions financières, business plan, là où vous voulez venir, comment vous voulez commercialiser, du détail technique sur le produit aujourd'hui et dans 6, 12, 18 mois. Et en fait, quand vous avez fini l'entretien, vous avez un super feeling, vous trouvez que ça s'est bien passé, et puis il vous dit « Ah, chouette projet. Bon, par contre, nous, on intervient sur des tickets à 500, 600 000, 700 000 euros. Donc, revenez nous voir dans 12, 18 mois, quand vous aurez avancé, quand vous aurez vos premières preuves de concept, vos premières ventes, etc. Et là, à ce moment-là, on étudiera votre dossier. » Et donc là, c'est un peu le drame parce qu'on a perdu du temps, et le temps, il est précieux. On peut se consoler en se disant, bon, c'est pas grave, ils aiment bien mon projet, dans 18 mois, les portes, elles sont ouvertes. Sauf que vous êtes peut-être tiré une balle dans le pied, excusez-moi du terme, parce que s'ils ont bien fait le job et qu'ils ont gardé tous les documents, quand vous allez arriver dans 18 mois,
vous avez juste intérêt d'être au rendez-vous de ce que vous avez annoncé 18 mois avant, parce que si ça ne l'est pas, en fait, vous allez être, entre guillemets, catalogué comme quelqu'un qui surestime son potentiel ou qui a une mauvaise appréciation de ce qui peut se passer autour. Et croyez-moi, pour avoir vu énormément de projets sur ces 10 dernières années, on sait tous qu'un business plan, par nature, il est jamais tenu. On est quand même plutôt optimiste parce que par nature, on a envie d'avancer et qu'on sait que les difficultés, elles se présentent régulièrement sur le chemin et surtout qu'il faut s'adapter. Et donc, du coup, on est quand même très souvent en retrait. Et donc, moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est sélectionner les gens avec qui vous discutez. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous demande d'échanger et que vous lui dites, vous savez, j'ai bien regardé, je vois que vous êtes un fonds de capital risque et je sais bien qu'aujourd'hui, vous n'allez pas investir tout de suite chez moi, laissez-moi avancer. Par contre, je suis ravi de garder vos coordonnées, de vous donner 2-3 infos parce qu'il ne faut pas non plus le négliger. Et puis de dire, par contre, je reviens vers vous dans 12 mois avec quelque chose de plus costaud, avec une présentation qui sera plus actualisée, etc. Et déjà, rien que quand vous faites ça, l'investisseur s'est dit, ah, j'ai quelqu'un en face de moi qui sait comment ça fonctionne. Et donc, vous marquerez des points et vous allez vous différencier. Le deuxième sujet, c'est qu'on parlait un peu de coup de cœur. Hein. Moi, je dis souvent, BA, c'est un peu un coup de cœur. Souvent, on a envie de s'investir dans le projet, d'aller aux côtés, de co-développer le projet avec vous. Par contre, un fonds, malheureusement ou heureusement, il n'a pas du tout la même latitude. Si je veux faire simple, un fonds, il est créé pour 7 ans. Il a 1-2 ans, on va dire, pour investir, pour prendre des participations. Et puis, normalement, il doit sortir au bout de 5 ans. Et quand il sort au bout de 5 ans, un fonds, il doit rendre compte à ses propres investisseurs, à ses propres business angels ou ceux qui ont mis de l'argent dans ce fonds. Et normalement, il leur a fait une promesse au moment où il a collecté les fonds de faire un retour sur investissement qui est quasiment de x2 en 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'engage avec un fonds, il a un vrai retour et une vraie exigence en termes de rentabilité, d'où tout ce qu'on voit ici, de bien examiner le ticket moyen et s'il vous apporte de la compétence ou pas. Il va aussi mettre, j'ai envie de dire, peut-être parfois des contraintes en termes de reporting, mais c'est des contraintes qui sont parfois salutaires aussi parce que c'est bien de piloter, mais aussi des contraintes en termes de gouvernance pour éviter que l'argent soit finalement réorienté ou réattribué sur des dépenses qui n'étaient pas prévues, etc., etc. Bref, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que demain, quand on fait rentrer quelqu'un dans son entreprise, ça paraît évident, on enfonce des portes ouvertes, mais le ticket moyen est aussi important que les conditions dans lesquelles vous allez travailler, collaborer plus tard, d'où l'intérêt d'être accompagné à la fois sur la dimension financière, mais aussi sur la dimension gouvernance, juridique, organisationnelle, etc. Et ça, pour moi, c'est aussi important que l'enveloppe financière qui va être investie dans votre entreprise. Tu le disais, Julien, alors je pense que la nécessité de se faire accompagner, d'être bien accompagné, bien conseillé, elle est effectivement primordiale dans ce processus finalement de levée de fonds. On le voit, la levée de fonds, c'est un parcours du combattant, je dirais. Alors, il faut faire ses preuves, on va essuyer finalement des refus. Ce qu'il faut, pour moi, c'est que, en tant que dirigeant, vous puissiez vous focaliser sur votre produit, sur votre service. Encore une fois, c'est ce qui fera le succès de l'entité et c'est ce qui fera que vous lèverez les fonds souhaités. Encore une fois, tout l'accompagnement un peu annexe, il est important de le déléguer finalement et d'être, encore une fois, sur toutes les dimensions qu'elles soient. Alors, je vais parler pour notre domaine de compétences, que ce soit sur le côté légal, que ce soit le côté taxe, comptable, etc. Évidemment, enfin voilà, l'idée c'est pas de se polluer de ces éléments-là. Voilà, restez focus sur le produit, le service, et prenez encore une fois les meilleurs conseils pour vous accompagner dans ce parcours du combattant. Alors, je rajouterais peut-être c'est la dimension du timing parce qu'on la néglige souvent. J'ai parfois des porteurs de projets qui viennent me voir en disant Julien, il faut que je lève des fonds. Ok, super. De combien? Bon, on me donne une assiette. Peut-être des fois, on me dit 400, 500 000 euros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les premières questions que je pose, c'est OK, 400, 500 000 euros, enfin combien? Pour combien de dilution? Et je leur demande aujourd'hui combien ils ont de visibilité en termes de trésorerie. Et très souvent, on me dit j'ai de la trésorerie, j'ai du cash là pour financer mes dépenses dans les 3 prochains mois. Sauf qu'une levée de fonds, en moyenne, c'est plutôt 9 mois. Je vais vous dire pourquoi 9 mois. Alors, c'est 6 à 12 mois. Et je prends 9 mois, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous enclenchez un process de levée de fonds, soit vous bouclez et vous faites votre closing sur le mois de juillet. Et donc, ça veut dire qu'on va quasiment faire entre février et juillet. Ça fait 5 mois. On est vraiment dans la fourchette basse. Soit vous closez pas et vous ne faites pas votre levée de fonds en juillet. Et si vous ne la faites pas en juillet, vous ne la ferez pas avant octobre minimum. Pourquoi? Parce que les fonds bouclent tous les deals qui sont en cours et qui sont prêts d'être closés à partir de fin juin jusqu'à fin juillet. Ensuite, on part en vacances. Quand je dis on, c'est un peu tout le monde. C'est à la fois les porteurs de projets, etc. Quand ils reviennent au mois de septembre, ils reprennent
contact avec les lignes de participation qu'ils ont et qu'ils ont un peu abandonné sur le mois de juillet quand ils ont closé et pendant les vacances. Et ensuite, on vient reprendre contact avec celles avec qui on est en discussion avant les congés et on va voir s'il y a des bonnes nouvelles. Quand je dis il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on va voir s'il s'est passé des choses positives entre le mois de juillet et le mois de septembre. Parce que si ça n'a rien passé pendant 3 mois, et vous allez me dire, bah, il y a eu les congés, si ça n'a rien passé pendant les 3 mois, bah, ça va être peut-être le prétexte pour eux de faire encore traîner, entre guillemets, un peu le deal pour voir si le projet il est en train de s'enliser ou si au contraire il est dans une bonne dynamique. Et donc pour revenir sur ce que disait Pierre, il est essentiel que vous puissiez être focus sur vos produits, vos équipes, le marché, amener des succès commerciaux, etc. Et peut-être, entre guillemets, moins perdre de temps sur la partie finance ou du légal, où là, vous pouvez vous appuyer sur des conseils. Alors que nous, concrètement, les conseils, quand on vient vous aider dans la levée de fonds, c'est pas nous qui allons être suffisamment techniques pour gérer le produit, qui allons présenter auprès de vos clients, qui allons sentir le retour terrain, etc. Voilà. Alors, si on résume un petit peu après je pense une bonne demi-heure déjà de discussion. Écoutez, donc bien lever ses fonds, c'est quoi? On l'a dit, c'est bien caractériser son projet, c'est avoir une bonne connaissance du cycle de vie de son entreprise et de savoir à quel stade on se situe. C'est avoir connaissance aussi qu'à chaque stade de développement de l'entreprise, on a une possibilité de levée de fonds qui est avant tout hors investisseur, voire hors financement bancaire. On a une espèce de financement endogène qui peut être fait. Puis on voit qu'en avançant sur le développement de l'entreprise, on accède à différents niveaux de financement. Donc l'idée, c'est de bien connaître ça. On l'a dit, donc bien lever ses fonds, c'est aussi bien connaître ses interlocuteurs, que sont les billets ou les VC, donc les business angels et les capital risqueurs, et tout en connaissant leurs particularités et tout ce qui, on va dire, un petit peu les traits de caractère de ces structures-là, comme on a pu en discuter. Et puis, alors, j'aimerais maintenant venir sur un sujet, alors ça c'est notre sujet de prédilection, mais qui est vraiment important dans l'anticipation des événements, c'est les prévisions financières et le business plan. Alors, ce sont plus que des prévisions financières, le business plan, on va en parler. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, une bonne préparation de son projet de levée de fonds, c'est quoi? C'est avant tout savoir parler de son projet. Ce qui est même primordial avant l'établissement du BP, c'est quoi? C'est de savoir, c'est le pitch, c'est ce qu'on appelle le pitch, c'est bien connaître son projet, savoir le vendre, en parler en 10 minutes et sur un temps de 10 minutes, être capable de donner vraiment toutes les composantes de notre projet. Et c'est ensuite derrière, et là c'est un travail de fond, constituer un business plan. Donc le business plan, alors qu'est-ce que c'est? On va dire, alors j'ai envie de dire un petit peu familièrement que le dirigeant avec son projet, compose la musique, et puis nous, en tant que cabinet ou que conseil derrière, on va écrire la partition. Je pense que c'est une très bonne image, et l'objectif, c'est cela, c'est de pouvoir retranscrire dans un business plan, dans un document qui est dématérialisé, toute la présentation détaillée du projet, que ce soit les dimensions, on parle souvent de dimensions de diagnostic stratégique, c'est-à-dire une dimension produit et promesse de valeur, finalement. Qu'est-ce qu'on adresse avec notre nouveau service innovant? Quel marché on adresse? Le marché, c'est de l'offre et de la demande. Comment on se situe parmi l'offre et parmi la demande du marché? La dimension concurrentielle, qui est très importante. Après tout, que font nos concurrents? Est-ce qu'on a sur de la tech une concurrence potentielle de GAFAM? Et puis aussi le volet, et c'est je dirais presque un des plus importants, c'est le volet organisationnel. C'est-à-dire qu'un fonds, finalement, dans le projet qui va lui être présenté, il va bien voir que le projet repose sur une personne ou sur une équipe, donc il va d'abord s'attacher à comprendre qui est cette personne et quelle équipe on a derrière. Donc, en vous disant ça, je vous ai donné un petit peu les différentes composantes non financières, on va venir ensuite sur le volet financier, d'un BP. Donc, c'est toute cette présentation du projet, on va dire de l'écosystème qui va autour de la jeunesse du projet. Ensuite, on a des hypothèses chiffrées. Donc là, on est un petit peu dans le dur. L'idée, c'est que ce business plan modélise donc c'est du pluriannuel, qu'on modélise finalement toutes les incidences, qu'elles soient côté recettes ou dépenses d'ailleurs, ou côté investissement, de la mise en œuvre du projet. Donc on cadence cela dans le temps, on le modélise souvent selon différents scénarios. J'ai envie de dire qu'on a on peut avoir une version optimiste, une version pessimiste, ou une version stressée, on va dire, une version neutre. Voilà, l'idée, c'est de dresser sur le papier plusieurs scénarios de développement de l'entreprise, et ces scénarios, de toute façon, vous seront demandés par l'investisseur pour pouvoir arbitrer sur la viabilité du modèle et surtout sur le besoin de fonds et sur le montant des fonds à lever.
Donc, pareil, dans ce business plan, on y affiche souvent ce qu'on appelle un plan de financement. Le plan de financement, on sort de la vision résultat, de la vision recette, de la vision dépense, pour entrer dans une vision cash. Et j'ai envie de dire que la vision cash, la vision trésorerie, c'est ce qui intéresse en premier lieu l'investisseur. Et c'est ce qui doit intéresser en premier lieu aussi le dirigeant. C'est-à-dire que voilà, on arbitre sur finalement quels sont les besoins de cash, à quel moment du développement de l'entreprise. On le sait, on a besoin de miser, d'investir, de mettre du cash sur la table pour obtenir les fruits de ce cash, c'est-à-dire des recettes futures. Donc il y a des temporalités différentes entre la gestion de son cash et la gestion de ses recettes et de ses dépenses. Et encore une fois, le business plan est là pour modéliser tout ça. Donc c'est vraiment une notion à bien appréhender. Encore une fois, l'idée c'est d'être bien accompagné sur ce sujet-là. Et alors, si je peux vous donner, faire quelques témoignages par rapport à ça, des statistiques. Voilà. Moi, systématiquement, quand on avance sur des prévisions financières et qu'on accompagne un porteur de projet, dans 9 cas sur 10 quasiment, entre le montant qu'il m'a annoncé initialement, comme je vous évoquais tout à l'heure, et le montant final qui ressort du business plan en termes de besoins financiers, il y a systématiquement au moins plus 30% ou moins de 30%. Pourquoi cet écart? Parce que on va venir challenger les hypothèses et au-delà de mettre en musique, on vient vraiment vous confronter, vous conforter et on vient vous préparer aux futures questions que pourraient vous poser les investisseurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous sachant limiter en financement, quand vous posez les hypothèses et que vous faites vos prévisions financières, très souvent, on a tendance, et c'est pas péjoratif, mais c'est souvent un constat qu'on fait, c'est de dire qu'on joue un petit peu petit bras. Et c'est normal parce que vous n'avez pas les fonds, on ne sait jamais ce qu'on va réussir à collecter. Par contre, moi, je dis toujours qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. Il faut essayer d'avancer comme si vous étiez sûr d'obtenir les fonds. Et si vous obteniez les fonds, voilà quelle serait la structure idéale. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, très souvent, du coup, on explose de plus de 30% le budget qu'on avait initialement évoqué. Pourquoi? Parce que du coup, on va chercher des commerciaux qui ont de l'expérience, qui vont accélérer la pénétration sur le marché. On va chercher des techniciens qui vont m'apporter l'ensemble des compétences ou qui vont être pluridisciplinaires, qui vont me permettre du coup d'avancer très très vite sur mon projet. Je vais peut-être mettre 2 ou 3 personnes là où j'en avais imaginé d'abord 1 ou 2 pour accélérer et pour être au rendez-vous. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et à un moment donné, on a toujours le couple essentiel qui est combien je prends et combien je cède de mon entreprise. Et si à un moment donné, je me rends compte que j'ai une valeur, un besoin financier qui est trop important et que moi, en contrepartie, je ne suis pas capable de lâcher une part importante de mon entreprise, ce qui est normal, à ce moment-là, je vais devoir redécouper ma levée de fonds et peut-être retravailler par jalon et refinancer les premières dépenses, avoir les premiers succès ou les premières confirmations. Je lève du coup un certain nombre de risques et à ce moment-là, je peux remonter la valorisation de l'entreprise et avoir plus de fonds pour une part plus faible de mon entreprise que je cède. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la mécanique et en fait, on joue avec ça. Et le rôle aussi d'avoir des gens extérieurs qui connaissent le marché comme nous, c'est de venir vous dire finalement si le projet il est finançable en l'état ou pas et s'il faut retravailler la configuration du projet, soit en l'accélérant, soit en la rythmant différemment ou en découpant la levée de fonds ou en allant chercher plus ou moins d'acteurs. Et c'est là aussi où on va décider d'aller avec des business angels ou avec des fonds d'investissement plus ou moins spécialisés ou avec des enveloppes de financement plus ou moins importantes. Voilà, tout ça, c'est pour vous donner les grandes lignes. Et le dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on est toujours dans une logique de séduction, comme le disait Pierre tout à l'heure, mais on est aussi dans une logique où on doit lever les risques. Il y a des choses qui pour vous sont très peu risquées ou vont rouler, mais mettez-vous encore une fois, passez de l'autre côté du miroir et dites-vous bien, si demain on me présente ce projet, quelle est la notion de risque que pourrait imaginer votre investisseur? Et soit vous, encore une fois, vous venez le contrecarrer, le cliner, l'éluder, j'ai envie de dire, en disant pourquoi ça va bien se passer, ou alors il faut savoir dire, on est conscient qu'il y a un risque là-dessus, mais on va faire ça pour le limiter, le contrecarrer, ou si demain il se produit, vous inquiétez pas, on a un plan B, on est capable de pivoter, de faire évoluer l'offre, etc., etc. Tu veux finir peut-être? Là, je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. On va terminer là-dessus. Je pense qu'on est dans le timing. En tout cas, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir échanger. Ne vous limitez pas dans le chat s'il y a la moindre question. Alors voilà, on va peut-être conclure sur si on devait rappeler les facteurs clés de succès d'une bonne levée de fonds. Encore une fois, tout ce qu'on a pu évoquer ensemble, c'était très court. C'est bien sûr trop court pour évoquer tout le sujet. Vous aurez compris que ce qui est primordial, c'est de connaître son business model. Son business model, c'est la base et l'établissement du business plan. C'est vraiment la partie pratico-pratique de la levée de fonds, mais qui doit être anticipée et préparée.
c'est finalement ce que l'investisseur retiendra de votre présentation, hein, c'est la modélisation financière. Et entre nous, Pierre, c'est pas simple parce que parfois, on n'est pas encore bien calé sur comment on va fonctionner. Est-ce qu'on sous-traite ou est-ce que je décide d'internaliser une production, sachant que ce ne sont pas les mêmes coûts? C'est peut-être plus cher d'internaliser la production, mais ça veut dire que vous le maîtrisez mieux. Et donc, vis-à-vis d'investisseurs, ils sont parfois prêts à mettre un peu plus d'argent pour qu'on puisse internaliser, rationaliser et surtout garder de la marge. Parce que quand on sous-traite, normalement, il y a de la marge qui vous échappe en contrepartie, peut-être d'une limitation sur les financements. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable sur la partie technique, c'est valable sur la partie production, c'est valable sur la partie R&D, c'est valable sur la partie commerciale. Est-ce que je prends des VRP ou des commerciaux que je vais juste rémunérer à la commission, ou est-ce que j'ai ma propre force commerciale? Donc, il y a tous ces sujets-là, et ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez arbitrer. Et tout ça, ça peut avoir un impact fort sur votre business model et sur vos besoins financiers. Et j'ai juste une dernière chose que j'ai oubliée, qui est essentielle, mais il y a tellement de bonnes pratiques, j'ai envie de dire, et de tips ou de erreurs à éviter. Ne vous précipitez pas pour communiquer sur la place les chiffres. Pourquoi il y a aussi 9 mois de levée de fonds? C'est parce que généralement, la phase de financement, entre le moment où je démarre mes prévisions et le moment où je les arrête et j'ai finalisé mon document de présentation, moi je dis c'est 6 à 8 semaines. Alors quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux en me disant mais t'es fou, on n'a pas de temps à perdre et il faut juste qu'on avance. Sauf que si demain vous envoyez vos prévisions financières avec un business model X et que 3 semaines après, vous avez une opportunité ou vous avez une contrainte qui fait que vous devez le faire évoluer et que du coup, 3 semaines après, vous allez voir vos investisseurs en disant « Bon, on a fait évoluer les choses, on a pivoté. Voilà maintenant le nouveau modèle Y ». Vous pouvez être sûr que moi, si je suis investisseur, et je pense que vous le feriez tous, on attend le 3e business model, on attend la 3e version. Et s'il n'y a pas de 3e version dans 3 semaines, ok, ça voudra dire que la 2e, elle était peut-être bonne, mais quoi qu'il arrive, on va perdre du temps et on va créer du doute dans la tête de l'investisseur. Donc, il vaut mieux parfois prendre un petit peu de temps pour sortir la bonne version et pouvoir ensuite capitaliser et travailler dessus, parce qu'il n'y a rien de pire que de revenir, de faire évoluer les hypothèses, de les changer, etc. Après, on peut les ajuster un petit peu à la demande de l'investisseur, mais vraiment ne pas trop se précipiter. Et je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec les fonds qui vont vous draguer, qui vont demander de l'information, etc., etc. Allez vous confronter au marché, prenez du retour terrain, figez votre business model, essayez de vous positionner en termes de prix de vente, en termes de marge, en termes de coût. Je sais que c'est pas simple, surtout quand on est sur des projets innovants, mais avancez sur tout ça et le temps, entre guillemets, que vous perdrez sur ça, ça va être un temps précieux derrière sur la négociation et qui va lever l'ensemble des doutes. Et un investisseur qui doute, c'est un process qui se grippe, voire qui s'annule, et c'est beaucoup de temps perdu. Et j'ai envie de dire souvent, qui va piano va sano. Et donc parfois, il faut savoir y aller step by step, tranquillement, sûrement, pour arriver au bout, parce que ce qui compte, c'est de boucler les fonds. Et si vous discutez un petit peu autour de vous, vous verrez qu'il y a parfois, malheureusement, des deals qui sont cassés à 1 mois, 15 jours de la signature. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'après, il y a des conditions derrière de fonctionnement ensemble et on n'arrive pas à trouver un juste accord. Et souvent, c'est lié à la confiance, quoi, tout simplement, parce que ça s'est grippé un petit peu dans les échanges. Voilà une belle conclusion. Merci, messieurs. C'était très clair, très complet. J'ai tout compris de la levée de fonds. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. On a encore 10 minutes à passer ensemble pour justement prendre les questions, pour échanger, pour faire le point sur tout ça. Moi, j'ai juste 2-3 petites questions. On va voir en attendant si d'autres arrivent. C'est quoi un peu les ratios du nombre de boîtes, sur 10 boîtes qui essayent d'aller lever des fonds, combien vont jusqu'au bout de la démarche et combien réussissent vraiment? Alors honnêtement, je n'ai pas la ratio. Moi, je vais raisonner peut-être un peu différemment. On dit quand même souvent qu'une entreprise qui veut lever des fonds, globalement, elle y arrivera toujours, j'ai envie de dire. Après, la question, encore une fois, c'est est-ce qu'elle va chercher le besoin initialement prévu, ou en tout cas celui qui serait idéal. Ça, c'est quand même plus complexe. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on a, et pour discuter régulièrement avec les fonds, eux, leur enjeu, c'est d'aller sourcer un maximum de projets et ils sont hyper sélectifs. Dans les autres éléments qui sont importants aussi, c'est d'avoir le stade de maturité du fonds qui va investir chez vous. Je le disais tout à l'heure, généralement, c'est 7-8 ans. Ils ont X millions d'euros à investir sur un ticket moyen d'eux. Si vous allez les voir au tout début du fonds, généralement, ils sont hyper sélectifs.
Pourquoi? Parce que ils ont le choix du roi. Par contre, s'ils arrivent au bout de 12-18 mois et ils n'ont pas complètement dépensé l'argent et qu'ils savent qu'ils doivent sortir dans 5-6 ans, là, à ce moment-là, ils vont peut-être plus facilement aller vers certains projets et puis lâcher un petit peu les vannes. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et c'est important de savoir aussi où certains fonds investissent. Parce que on va parfois consulter des fonds qui ont déjà investi dans des solutions qui sont analogues ou concurrentes. Et donc, soit ça se passe bien avec cette structure qui est sur la même verticale ou dans la même typologie de produit, et du coup, il y a un super a priori, il y a une vraie envie d'aller chez vous, et donc ça va faciliter. Soit parfois, malheureusement, ils ont avancé dans des boîtes, et au bout de 6 mois, 12 mois, ça va vite. Il y a des difficultés où ils ne sont pas au rendez-vous, où ça ne se passe pas comme prévu, et donc du coup, il y a une espèce de défiance par rapport à ces typologies d'investissement. Voilà, donc ça, c'est les premiers sujets. Et puis, si vous savez que vous avez un fonds qui vient de faire un bel exit, comme on dit, avec une belle plus-value, etc., ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils peuvent se permettre peut-être de prendre un petit peu plus de risques dans les prises de participation. Si par contre, sur les 3-4 premières lignes, ils sentent déjà que ça va être des flops ou que ça va vivoter et que ce ne sera pas les pépites, les licornes qu'ils souhaitaient, là, à ce moment-là, ils vont être hyper dur dans la négo, dans les échanges, dans le rapport de valorisation, etc. Donc, c'est dur d'en tirer des règles. Par contre, il faut bien avoir cette connaissance, cette compréhension de l'environnement global pour s'adapter et puis aller frapper aux bonnes portes au bon moment. Alors, je vois bien, Benjamin, tu veux un chiffre. Je vais te le donner. Ouais, après, s'il y en a un qui existe, oui. Non, mais en fait, plus sérieusement, c'est vrai que c'est ce que disait Julien. Il y a pas de norme en tout cas, puisque j'ai envie de dire que chaque fonds a un peu ses statistiques. J'écoutais récemment un podcast c'était Oussama Hamar de The Family, qui lui disait que sur 100 entreprises accompagnées, il n'y en avait que 5 qui finalement émergeaient, et avec l'espoir sur les 5 d'avoir une licorne. Bon, vous aurez compris qu'entre ces ratios-là et ceux d'un fonds d'investissement régional qui a finalement un poids assez fort local et qui est un peu moins dans l'innovation et moins à la recherche de surperformance, on a un taux d'acceptation de levée de fonds et un taux d'échec aussi qui sont plutôt optimisés, on va dire, par rapport encore une fois, à des fonds d'une autre envergure. Ok, ça marche. On a une question qui est arrivée entre deux. J'accompagne les porteurs de projets dans la levée de fonds et beaucoup ne comprennent pas que ce processus est méthodique et doit se planifier. Quel message fort puis-je leur donner pour qu'ils l'intègrent? Je me projette très très bien là-dessus et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de visibilité en termes de trésorerie. Ouais. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le process, il n'est pas suffisamment anticipé par méconnaissance du timing. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et je vais témoigner de quelques expériences, sans citer de nom, pour des raisons de confidentialité, mais je vois aussi parfois beaucoup de porteurs de projets qui ont ces fameux 3 mois, 4 mois, 5 mois de visibilité en trésorerie, qui du coup, quand ils entament la levée de fonds, et qu'ils sentent qu'ils vont être un peu court en cash parce qu'ils voient que le process dure, du coup, coupe complètement les vannes et donc on perd tout le rythme de la boîte. Et du coup, ce qui se passe, c'est, excusez-moi l'expression, mais on se retrouve un petit peu avec le couteau sous la gorge au moment où on est sur le closing parce que de toute façon, on sait que soit on signe avec des conditions qui sont financièrement peut-être pas hyper attractives, avec peut-être un pacte d'associés qui met beaucoup de contraintes en termes de gouvernance ou en termes de liberté dans l'utilisation des fonds. Et donc, du coup, en fait, globalement, c'est soit je signe et j'avance avec des conditions qui ne sont pas idéales, et donc du coup, là, encore une fois, toute la dynamique, elle est cassée dans l'échange qu'on peut attendre dans le soutien du fonds, ou alors je ne signe pas et puis peut-être que je mets la clé sous la porte. Et donc du coup, le vrai intérêt le vrai argument que je donne, c'est si vous ne le planifiez pas et que vous ne respectez pas ce process, vous lèverez des fonds, mais est-ce que vous les lèverez bien? Je ne crois pas. Voilà. Et on revient sur notre titre, lever des fonds, c'est bien. Et c'est relativement accessible. On a énormément de cash sur le marché. Il y a énormément de besoins. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, il y a des fonds qui ont complètement arrêté d'investir pour se refocaliser sur leur ligne de participation. Ils ont soutenu celles dans lesquelles ils tenaient le plus. Il y en a d'autres pour lesquelles ils ont limite abandonné. C'est un peu délicat, mais c'est comme ça. En même temps, si demain vous aviez du cash et que vous étiez investisseur et qu'on vous demande entre guillemets de découper sur un bateau qui a un trou béant dans la coque, vous allez réfléchir à 2 fois pour le faire. Et si vous avez la possibilité peut-être de sauver une autre embarcation, on va dire, qui est en meilleur état, peut-être que vous allez reconcentrer vos efforts, votre temps, votre énergie sur ces autres lignes de participation. Donc, en fait, il y a ça qui est un petit peu complexe. Et donc, on en a qui du coup, veulent presser, on va dire, le processus et qui ne le font pas dans des bonnes conditions, tout simplement. Ça marche. Alors, j'ai vu passer des grosses questions. Du coup, j'ai plus le début de la question.
Alors, je vais juste prendre le clavier. Mais... Alors, je l'ai vu, Christophe, effectivement, voilà, c'est ça. qui demandait, alors il a tout à fait raison, hein, en disant, voilà, il faut y aller piano, hein, puisque finalement, on n'est plus seul décideur. C'est exactement ce qu'on disait. C'est avant tout une histoire d'homme, hein, avec un grand H, une histoire humaine. Alors, ce qui est important, c'est ce que disait Christophe, c'est d'avoir une team forte et unie. Et effectivement, on revient sur ce qu'on disait en tout début de présentation. L'idée, c'est de surtout ne pas se précipiter. C'est-à-dire qu'encore une fois, la meilleure levée de fonds, c'est peut-être l'absence de levée de fonds. En tout cas, la levée de fonds qu'on fera dans 2, 3, 4 ou 5 ans. L'idée, c'est de pas se précipiter. Les fondamentaux, c'est le chiffre d'affaires, je suis bien d'accord. C'est de faire ses preuves, donc son POC, son MVP, le plus rapidement possible. Savoir si le projet est viable avant de vouloir franchir l'étape du dessus. Et puis, c'est l'attraction. En fait, l'attraction commerciale, elle est hyper importante, notamment pour les fonds. C'est-à-dire qu'on va raisonner beaucoup avec désolé pour les terminologies, hein, mais les MRR. Donc c'est les revenus récurrents mensuels ou annuels. Ça va être des taux de transformation. C'est être capable de dire, moi, quand je rencontre 10 prospects, j'ai derrière 8 demandes de devis, et sur ces 8 demandes de devis, j'en convertis 4. Donc, grosso modo, j'ai un taux de conversion de 40% par rapport aux personnes rencontrées. C'est des logiques de panier moyen. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte et de montrer la dynamique. Pour vous donner 2-3 exemples, hein, j'en ai des dizaines et des dizaines, mais j'ai un start-upper qui me dit moi, c'est simple, à chaque fois que je vois un client, je transforme et je vends. Je lui dis c'est que t'es pas assez cher. Je veux dire, je connais aucune boîte qui transforme 100%. Si elle transforme 100%, c'est que entre la valeur perçue et la valeur vendue, il y a un gap qui est énorme. Et donc, je lui dis, fais l'effort sur ton prochain client de grimper ton prix de 10%, juste pour voir. Il me rappelle 15 jours après, il me dit, Julien, j'ai grimpé de 10%, j'ai vendu tranquille, sans discussion, sans rien. J'ai grimpé de 20% la fois d'après, j'ai vendu sans discussion. J'ai remis 30%, je me suis fait challenger, et puis j'ai refait une remise commerciale, mais en fait, en réalité, j'ai vendu 20% de plus au lieu de vendre 30%. Et donc, je lui dis, là, tu es en train de tenir un petit peu le prix accepté par le marché. Et du coup, en faisant ça, hop, il le grimpe. Et à contrario, il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont savoir vendre, et en réalité, on se rend compte que le client, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à vendre, il n'est pas prêt à payer ce prix-là. Et du coup, ça effondre complètement, on va dire, les marges sur lesquelles on avait prévu, on avait tablé. Et du coup, le business model, il s'écroule complètement. Et on se retrouve parfois dans des situations où, comme on a sorti trop vite les chiffres, qu'on ne les a pas confrontés, qu'on ne les a pas validés, même si, encore une fois, c'est pas simple et qu'à un moment donné, il faut y aller, tout ça s'est un petit peu effondré. Et du coup, reprojetez-vous encore. Hein. Je suis allé voir un investisseur, je lui dis, donne-moi 250 000 € et je finance 18 mois de dépenses. Et au bout de 9 mois, je lui dis, coucou, j'ai cramé tes 250 000 €. Il faut que tu m'en remettes 250 là maintenant pour que j'avance. Moi, si je suis en face, que je suis investisseur, et je lui dis, attends, il y a 9 mois, tu m'as dit qu'il en fallait 250. T'en as cramé, tu les as cramés en 9 mois. Là, tu me dis qu'il faut remettre en 250, ça tombe, il va en falloir 500. Donc, soit je crois vraiment dans le projet, j'y vais, soit je dis stop, on arrête les dégâts et je reviens sur ma métaphore de la coque percée où je veux pas y aller. Et j'ai un dernier sujet sur la valo qui était vu là. Ce qui compte, c'est pas la dilution qu'on accepte sur le moment, c'est de bien avoir en tête tout le parcours. Un investisseur qui rentre chez vous, il faut qu'il sache s'il doit le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous avez plusieurs zones, parce que si vous lâchez 30% tout de suite de votre boîte, le prochain tour, il faudra peut-être encore lâcher 15%. Le tour d'après, il faudra peut-être encore lâcher 15%. Et donc, à un moment donné, vous n'êtes plus majoritaire, vous n'êtes plus propriétaire dans votre entreprise. Et ça, c'est hyper bloquant pour un investisseur. Encore une fois, passer de l'autre côté du miroir. Imaginez que vous mettiez énormément d'argent dans une boîte où le dirigeant, quand il se lève le matin, quand il prend les bonnes nouvelles, tout va bien, mais quand il prend les mauvaises, qu'est-ce qui va faire qu'il va pas lâcher, qu'il va être résilient, qui va se relever et qui va, j'ai envie de dire, redoubler d'efforts, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, soit il a la rémunération en face, soit il crée de la valeur et il sait qu'il se constitue un patrimoine et qu'à la fin, il va avoir un retour sur investissement, son propre retour sur investissement. Mais si à un moment donné, il n'y a pas la rémunération et qu'il est complètement dilué et qu'il a perdu le contrôle de sa boîte, peut-être qu'à la bout de la 3e, 4e, 5e difficulté, il va rendre le tablier. Et moi, si je suis investisseur, qu'est-ce que je fais ? Grosso modo, j'ai perdu ma participation. Donc voilà, donc encore une fois, on est dans une logique de gagnant-gagnant, mais dès que ça se crispe un petit peu, ça peut être compliqué. Et donc, moi, retenez ça en tout cas, bien savoir de combien vous avez besoin, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher, et après, on voit si c'est compatible avec la personne qui est en face de vous. Ça marche. Eh bien, on arrive au terme de ces échanges. On est pas mal dans le timing, j'avais encore plein de questions, mais forcément,
c'est un sujet large et un peu frustrant de pas tout aborder. On abordera ça avec vous, si on a des questions. Je pense pour la que prochaine grand édition. plaisir. pour la prochaine édition. Et puis si d'ici là, dans les porteurs de projets, certains veulent vous contacter, Avec grand Qui plaisir. n'hésite pas, tout à fait. voilà, il faut pas. Justement, vous faites partie des acteurs qui sont aussi présents en région. C'est pas qu'une histoire de Paris. Donc, on a des acteurs de qualité et compétents sur la région. Il faut pas l'oublier. Donc, merci beaucoup pour ça.